je retiens le mot de la fin de la table ronde précédente qui était résilience. Et je remercie presque Perrine Bismuth de nous avoir fait une transition, le mot est bien trouvé, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour parler notamment des labels. Le thème de cette table ronde, c'est « Demain, tous paysans ». C'est une question à laquelle on va tenter de répondre. Alors ça va être compliqué peut-être de trouver une réponse en une demi-heure, mais c'est vrai que la crise sanitaire a montré l'importance d'une souveraineté alimentaire. Les Français étaient peut-être déjà décidés à aller vers une alimentation durable. Néanmoins, il y a beaucoup de labels. On va effectivement aborder ce sujet. Il y a le bio, mais pas que. Et puis, il y a aussi un contexte inflationniste qui peut peut-être être un frein ou au contraire un accélérateur selon l'angle que l'on va prendre. La première question, elle est finalement toute trouvée pour vous. Laure Verdreau, vous êtes directrice de l'agence bio. Je vais présenter également les autres intervenants. Donc, Stéphane Linou. On a beaucoup évoqué votre nom dans la table ronde précédente. Vous êtes ancien conseiller général de l'eau des conseillers municipaux et vous êtes le pionnier de l'eau-cavor en France. Et on verra aussi votre dernière casquette que vous avez depuis pas très longtemps, mais on y reviendra tout à l'heure ensemble. Et à vos côtés, Jean-Marie L'Enfant, vous êtes le président de Bienvenue à la ferme, qui est le réseau commercial, si je puis dire, des chambres d'agriculture. On reviendra également sur ce que fait Bienvenue à la ferme. Donc, Laure Verdreau, quand on dit le bio baisse, moins 20%, c'est malheureux. Il se passe quoi ? Alors attention, déjà la baisse du bio, donc je pense que Perrine a les chiffres en tête de la grande distribution et de la distribution spécialisée. Il faut avoir en tête que le marché du bio, nous, Agence Bio, c'est dans nos missions d'intérêt général d'éditer les chiffres annuels. Et c'est un marché qui est très biodiversifié dans ses débouchés. Un agriculteur bio, il ne va pas vendre qu'à 80% en grande surface. En fait, la grande surface, c'est l'autoroute de notre système alimentaire, puisque quand on achète notre alimentation, c'est 70-80% en grande surface. Ce chiffre, il tombe à 55% en bio. Pourquoi ? Parce qu'en bio, il y a un réseau de magasins spécifiques qui représente à peu près 28% du business du bio. Et puis, il y a une particularité, et ça, on en parlait justement avec Bienvenue à la ferme ce matin, qui est qu'en bio, il y a plus d'une ferme sur deux, versus une sur quatre en moyenne nationale, qui vend en direct. Ça fait un réseau de 26 000 points de vente. Donc c'est plus que les 18 000 points de vente de la grande distribution. Ce circuit court, il pèse 11% de l'alimentaire bio, là où il pèse 1 à 2% de l'alimentaire tout court. Donc on a une typologie de débouchés qui est très différente, puisqu'on a aussi de l'artisanat, donc il y a 33 000 boulangers, il y a 16 000 de primeurs, 17 000 bouchers qui eux aussi vendent du bio. Donc le bio est beaucoup plus biodiversifié dans ses débouchés et il est vendu dans de nombreux points de vente. Et ça, ces chiffres-là, on ne peut pas encore annoncer, il ne faut pas confondre santé du bio en grande distribution et santé du bio tout court. Actuellement, la grande distribution, elle déréférence le bio. Elle dit, certains patrons d'ailleurs d'enseignes nous disent « Ah ben non, moi je sors le label bio de mes rayons, à la place je mets des labels agroécologiques ». Bon, alors qu'il est, je ne sais toujours pas où est le cahier des charges agroécologiques, mais pourquoi pas. Donc, j'invite à la patience avant de trop vite dire que le bio est un segment fini qui va retourner à sa niche, mais il est clair que c'est la première fois qu'on sort d'une situation de marché de pénurie. On n'avait jusqu'ici pas assez de produits bio. Et pour la première fois cette année, il va falloir le penser différemment. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une demande en face de nos agriculteurs qui, eux, veulent passer en bio et ont besoin qu'on les soutienne ? Est-ce qu'il y a trop de labels, Monsieur L'Enfant ? Trop de labels, c'est important qu'il y ait des labels. Et effectivement, il y a une dilution aujourd'hui où dès qu'il y a quelque chose qui est édité, qui est réglementaire, je dirais le marketing s'en saisit, notamment pour des faux labels zéro pesticides. Vrai label. Mais pas zéro privé, pesticide, mais pas public. Voilà, il y a aussi le monde du marketing se saisit. Aujourd'hui, vous avez toujours l'impression sur un paquet sur un produit alimentaire industriel, vous avez l'impression déjà de connaître l'agriculteur parce que vous avez une photo. Voilà, c'est du marketing. Après. Pour moi, on en parlait, mais le label bio, c'est le label, effectivement, il n'y en a qu'un. Voilà. Nous, Bienvenue à la ferme, c'est une marque des chambres d'agriculture, c'est pas vraiment un label, faut être clair. C'est une marque des chambres d'agriculture. C'est venir acheter à la ferme, avec un cahier des charges, ouais. avec un cahier des charges, avec plus de 8000 agriculteurs, enfin voilà. Mais le souci, c'est que le consommateur, il est perdu, il a plein de bonnes intentions. Il a beaucoup de bonnes intentions. On dit que le consommateur, c'est pas de moi, mais c'est un menteur de bonne foi. Il a plein d'envie d'aller acheter des produits locaux, de suivre certains labels, mais parfois, et on l'a dit tout à l'heure, il est rattrapé par son porte-monnaie aussi, et il va faire ses courses le samedi matin, le dimanche soir, ou le dimanche matin, je veux dire, il va faire ses courses avec son caddie, et effectivement, il est un peu perdu dans les labels.
Pour rappel, Bienvenue à la ferme, c'est donc un réseau qui permet d'aller acheter directement dans les fermes en France. Bienvenue à la ferme, oui, c'est un réseau qui a 35 ans, qui est segmenté entre le manger fermier, c'est-à-dire tous les produits alimentaires, le viver fermier, c'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de fermes pédagogiques, de fermes de découverte, de fermes auberges, et donc des agriculteurs dont je suis, parce que je suis quand même d'abord agriculteur, des agriculteurs qui reçoivent, et on a un contrat qu'on signe, comme quoi on se doit de la transparence, de pouvoir accueillir 2 fois par an sur la ferme, avec notre petite phrase « venez nous voir », pour dire, ben voilà, ça on vous l'a dit, c'est nous qui le produisons, et venez voir, vous venez voir 2 fois par an comment on le fait. Et ensuite, pour ce qui est de la distribution, nous avons au sein de Bienvenue à la ferme des magasins, des points de vente, pardon, des points de vente à la ferme. Donc sur les 8000 agriculteurs, la plupart ont un point de vente à la ferme. Nous développons des marchés de producteurs de pays. Donc là, c'est pour les collectivités territoriales qui veulent organiser des marchés. Nous avons des drives fermiers, nous avons des casiers, et nous venons de mettre en place des magasins sous franchise, Bienvenue à la ferme, qui sont ouverts, je dirais, à tous, et on voudrait aller là où il y a les consommateurs. C'est ça finalement, c'est que quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi est-ce que le consommateur ne vient pas directement chez vous? Ça paraît très simple. C'est très simple. D'abord, je pense que nous, notre évolution, c'est de nous faire connaître et de dialoguer plus avec le consommateur. C'est d'ailleurs un des 3 piliers du réseau des chambres d'agriculture. Hein, c'est améliorer la communication agriculture et consommateur, développer la valeur ajoutée et aller vers la résilience. Donc, ça rejoint tout à fait les discussions. Mais j'ai envie quand même de poser la question à votre voisin. Stéphane Linou, résilience, c'est un terme que vous connaissez bien. La même question, est-ce qu'il y a trop de labels et est-ce que finalement il y a beaucoup de choses qui existent et qui n'arrivent pas jusqu'à la conscience du consommateur, c'est-à-dire un manque d'information? Oui, un peu. Bon, le label, la base du label, c'est de la confiance par procuration. C'est parce qu'on ne peut pas aller directement s'assurer des conditions de production d'un produit. Donc, un label, c'est justement parce que les consommateurs ne vont plus vérifier sur place et n'ont plus le contact avec le producteur. Donc, c'est un symptôme aussi. Hein. Le fait qu'il y ait beaucoup de labels, c'est qu'il n'y a plus le contact, le contact et le contrat aussi entre producteurs et consommateurs. Et là, on en revient au titre de l'atelier, hein, de la table ronde, de Demain tous paysans. C'est en fait, on se pose la question de Demain tous paysans et de la surinflation des labels. C'est 2 choses qui, quelque part, en creux, veulent dire un peu la même chose et parlent un peu de la même chose. Effectivement. On parle d'inflation. Il y a ce rapport, on en a parlé sur la table ronde précédente, qui a rendu la commission du Sénat, qui invite à un plan de compétitivité. Est-ce que ça, vous vous sentez concerné? Et surtout, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est déjà trop tard? Et est-ce qu'il y a des priorités? Il y en a forcément, mais ce serait quoi les priorités? Laure Verdeau, par exemple. Il faut un plan de compétitivité en agriculture? Disons que là, c'est prendre la photo globale par un pixel, puisque actuellement, l'enjeu, il n'est pas tant sur le pouvoir d'achat. Enfin, disons qu'on est actuellement 68 millions de Français, on a 10 millions qui sont à l'aide alimentaire, et donc là c'est hyper important que tous les dispositifs d'aide alimentaire, les chèques verts, tout ce qui va être en projet, puissent intégrer le volet de transition alimentaire. C'est pas pour rien qu'on est sur un forum de la transition. En revanche, on est 58 millions de Français qui pouvons encore faire des arbitrages. Ça va devenir certes plus serré, mais c'est là où la table ronde précédente a été extrêmement éclairante, puisqu'elle a plusieurs fois mis en avant le mot clé d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, dans ce que peut recevoir le client ou le consommateur final comme message, c'est difficile de lui dire qu'il va sauver la planète. S'il est stressé par la fin du mois, il s'en fiche de la fin du monde. Donc, on a un vrai enjeu qui est de savoir comment est-ce qu'on fait sa transition alimentaire à l'échelle de son frigo et de son repas. Et donc, c'est pour ça que nous, Agence Bio, on n'est pas là pour faire vendre le bio, on s'en fiche, on n'a pas d'action. On est juste là pour dire, voilà, vous, citoyens français, qui est aussi par ailleurs des contribuables et des consommateurs, vous pouvez manger plus de bio, quel que soit votre pouvoir d'achat. Mais pour ça, ça implique de faire votre transition alimentaire. Et ça dépasse le clivage bio ou pas bio. Parce que comment on fait sa transition alimentaire? En fait, inflation ou pas, on est obligé de gaspiller moins.
Ça, on n'aurait pas eu l'inflation. De toute façon, on a 30 kilos de nourriture gaspillée par habitant par an. On est obligé de le faire. Le deuxième volet, c'est de cuisiner plus, de produits bruts. Il y a un sondage IFOP qui est paru récemment où on demandait aux Français, alors qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver des marges financières? Ah ben, je vais cuisiner plus de produits bruts. Ah ben, banco. En général, quand on veut mettre plus de bio dans l'assiette, on met des produits bruts. Ensuite, il y a le fait d'acheter de saison. Là, pour le coup, on ne peut plus penser la résilience d'un territoire indépendamment de la saisonnalité de ses produits. On a parlé de chicorée à la table précédente. Enfin, on sait qu'il y a des régions en Occitanie qui sont mieux loties avec leur saison. Mais bon. On a le volet acheter en direct. Ça, bienvenue à la ferme, c'est l'incarnation de ça, puisque de plus en plus, le français musarde pour faire ses courses. C'est fini l'autoroute de la GMS, on va à côté. Et puis, il y a aussi le fait d'acheter en vrac. Ça, par exemple, les bio ont été pionniers, puisque c'était les premiers, on se moquait d'eux avec leurs sachets d'amandes dans le vrac, dans le silo. Et là, la loi AGEC qui est passée dit toute grande surface de plus de 400 m² doit consacrer 20% de sa surface au bio. Pour un hypermarché de 5000 m², ça fait quand même 1000 m² en vrac, pardon, pas en bio. Et puis, le dernier volet, c'est bien sûr de varier ses protéines et d'intégrer plus de légumineuses. Monsieur d'ailleurs connaît bien ce que c'est pour en produire, dans l'assiette 2 fois par semaine, c'est la recommandation du Programme national de nutrition santé. Donc il y a toutes sortes de leviers où en fait, qu'on le veuille ou pas, on va être obligé de prendre ce tournant. Il y a 20 ans, on ne voulait pas avoir 4 poubelles chez nous. Bon, on l'a fait quand même. Et bien là, c'est pareil. La transition alimentaire, inflation ou pas, on est obligé de prendre ces chemins-là. Stéphane Linou, il faut de la compétitivité, il faut un plan pour ça? Ou est-ce qu'il faut juste du bon sens? Mais, souvent, ça se rejoint. Souvent, ça se rejoint. Et les meilleurs alliés des agriculteurs, ce sont les gens qui cuisinent. Tout simplement, parce que la valeur et la richesse restent fixées sur le territoire. Donc, des agriculteurs, comme n'importe quelle profession, ont besoin de 3 ingrédients pour changer de braquet. C'est une visibilité dans le temps, des bons prix et des volumes garantis. Sans ces 3 ingrédients, il n'y a pas de temps long, donc il n'y a pas d'éléments rassurants pour changer de braquet. Donc en fait, le consommateur, mais également la puissance publique à travers la commande publique, peuvent fabriquer du temps long pour une profession. Donc là, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas trop fait. Donc oui, il y a au niveau fiscal, oui, il n'y a pas d'harmonisation européenne au niveau des modes de production, des produits interdits ou autres. Donc là, c'est vrai que c'est déloyal. Il y a aussi peut-être assouplir les règles de la commande publique, qui empêchent aussi des collectivités de flécher avec beaucoup plus de souplesse les commandes pour favoriser le local, donc ça mériterait d'être assoupli. Le consommateur un peu plus éduqué, formé, on emploie le terme qu'on veut, pour justement garder la richesse sur le territoire, mais ce qui est bon aussi sur le et dans son porte-monnaie, mais ce qui est bon aussi pour la santé, le porte-monnaie du territoire. Les achats restent fixés sur le territoire. Pour le porte-monnaie domestique, quand on cuisine, ça coûte moins cher, mais aussi la santé individuelle des corps. Lorsque l'on cuisine, on a une main sur les produits que l'on achète, c'est-à-dire il y a moins de produits transformés, et donc plus le produit est transformé, plus ils viennent de loin, plus il est facile de les modifier, on va dire. Donc quelque part, raccourcir les circuits et remettre de la transparence, c'est quelque part bon pour tout le monde. Là, j'enfonce une porte ouverte, c'est du bon sens. Effectivement. Monsieur L'Enfant. Sur l'accompagnement des agriculteurs aujourd'hui, donc ça c'est notre rôle, le rôle des chambres d'agriculture. Déjà, des agriculteurs en résilience ou sur le sujet des circuits courts, on est très souvent en mode projet. Donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant, tous les jeunes qui s'installent aujourd'hui, c'est quasiment 1 sur 2 s'installent avec des circuits courts ou des filières un peu nouvelles. Et tous ces jeunes qui s'installent, je dirais, ont peu d'interdits et raisonnent beaucoup plus commerce. Donc, réfléchissent aussi à comment être aussi beaucoup plus compétitifs et comment améliorer la qualité de leurs produits. Après, pour ce qui est de la compétitivité et du prix de nos produits, l'éducation, effectivement, faut éduquer d'abord les jeunes, il faut éduquer dans les familles. Alors, ça marche très bien, je trouve, avec la restauration collective. Le sujet de la restauration collective où on a des chefs de collèges, de lycées, d'écoles communales qui vont commencer à travailler les produits. Ce qu'ils ne mangent pas forcément chez eux, ce qu'ils ne goûtent pas chez eux. Aujourd'hui, on a des chefs de collectivités qui leur font goûter. Et
pour ce qui est de la compétitivité, si demain on a plus de commandes, nous, dans nos fermes, en direct, en circuit court, en local, on peut aussi arriver à baisser les prix. Alors on ne sera pas, je suis producteur d'huile de tournesol, je ne serai pas au niveau d'une huile de tournesol désodorisée, importée, quand il y en avait d'ailleurs, à pas cher. On aura des produits qui seront un peu plus de goût, on en mettra peut-être un peu moins, mais l'éducation, elle commence là avec les scolaires. Et pour le prix, si on arrive à vendre plus, eh ben, entre livrer une palette de produits à une cuisine centrale ou livrer des caisses de 10 litres ou de 20 kilos répartis sur 200 km, eh ben, effectivement, le prix va baisser. Donc si on commande plus massivement, je pense qu'on va pouvoir baisser les prix. Vous n'êtes pas contre la subvention à l'agriculture? Oui, les subventions. Non, mais alors c'est vrai que c'est un sujet dont on a parlé. Pour moi, le circuit court, la vente à la ferme, c'est une façon de segmenter ses revenus. Et je veux dire, quand je me suis lancé dans les circuits courts, un de mes objectifs, c'était d'être le moins dépendant possible des primes PAC. Voilà. Et aujourd'hui, en vendant, je suis céréalier, en vendant du blé qui part sur le port de Rouen, je suis normand, en vendant un peu de blé sous label rouge qui va partir au moulin d'Auguste, qui est un moulin local, et en vendant moi-même, je vais segmenter. Et là, l'idée, c'est de se rendre le moins dépendant possible du système mondial et du système des subventions. Effectivement, si demain on peut tous vivre sans en dépendre vraiment de toutes ces subventions, je trouve que c'est encore mieux. Laure Verdreau ou Stéphane Lino? Alors, tout dépend si la subvention que l'on verse à nos agriculteurs, elle nous bénéficie collectivement, puisque d'une manière générale, c'est tout l'intérêt de nous, cotisés contribuables, c'est de pouvoir avoir un vrai retour sur investissement, que ce soit dans la qualité de notre eau, dans la biodiversité. Donc c'est pour ça que je parle du label bio, puisque c'est un label public dont les vertus sont reconnues. Et d'une manière générale, l'idéal serait que le label public qu'est le bio puisse signaler en toute confiance donc, de la marchandise dont on sait que la consommation individuelle va faire augmenter le bien-être collectif. Parce que si moi, je mange bio, je vais contribuer à baisser votre facture d'eau, donc de traitement de l'eau. Donc globalement, ces externalités positives, elles ne sont pas encore prises en compte dans le marché. Et on pourra commenter, à mon avis, les subventions ou pas, le jour où vraiment on rémunérera les agriculteurs pour tous les services rendus à côté de la production alimentaire. Stéphane Lino, vous formez notamment les élus à la sécurité alimentaire. Est-ce que c'est aussi un message que vous arrivez à faire passer? Peut-être d'ailleurs qu'ils en sont conscients depuis au moins 2 ans. C'est de mettre de la production près des grandes villes aussi, et pas d'avoir à prendre sa voiture pour aller à la ferme qui est à 20 ou 30 km. C'est pas une question de maillage aussi. Alors voilà, il y a une question aussi d'échelle, mais nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire producteurs, transformateurs, distributeurs, tout ça, au fil du temps, on les a détricotés, à force de ne plus acheter au juste prix aux producteurs leurs produits. Donc en fait, tels des muscles qu'on n'entretient pas, leur nombre a fondu. Donc on se retrouve dans des déserts quelque part de production alimentaire, même s'il y en a, le peu de production n'est pas assez diversifié et pas en lien avec la commande. Donc en fait, on est dans une illusion de sécurité alimentaire par territoire. Et en fait, on est quelque part, on a cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, avec cette spécialisation des territoires issue directement des énergies magiques dans ces à bon marché, les énergies faciles. On a beaucoup parlé d'énergie aujourd'hui, mais là, on rentre dans un monde en contraction énergétique. Et qu'est-ce qui a permis la spécialisation des territoires? C'est l'abondance énergétique. Donc, le chemin inverse, ça va être la reterritorialisation, mais là, pour des raisons de sécurité. Donc, en fait, je forme les élus, et pas que les élus, justement, pour qu'ils intègrent dans leurs documents de planification territoriale et notamment dans les plans communaux de sauvegarde, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. C'est une question de sécurité collective. Nous avons transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où ce n'est pas choisi, là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur depuis des décennies que nous nous sommes volontairement désautonomisés. Donc, en fait, s'il y a un problème sur les perfusions, j'avais imaginé une pandémie grippale en 2008, une cyberattaque venant d'Ukraine il y a quelques années, en fait, on se taperait dessus parce qu'il n'existe pas, par territoire, des filets de sécurité alimentaire locaux.
Et tout l'enjeu, c'est de reconstruire, retricoter ces infrastructures nourricières territorialisées pour que, comme quand Windows plante, on bascule en mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. Donc ce n'est pas arriver à 100% d'autonomie, qui n'est pas forcément souhaitable ni atteignable, mais au moins que par territoire, il y ait un minimum d'alimentation produite, transformée et distribuée. Et c'est là que les collectivités locales ont ont un rôle énorme à jouer, notamment avec les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire qui peuvent être articulés, et les documents de planification territoriale, les PLU, SCOT et compagnie. Donc en fait, passer par l'angle des risques et de la sécurité civile, ça peut être vraiment vertueux, autant pour les producteurs que pour les consommateurs, que pour également l'ordre public et la sécurité intérieure. Et quelque part, je compare les territoires à des microbiotes. Nous n'avons plus des microbiotes alimentaires territoriaux équilibrés. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans un microbiote, M. Chemla, il saura de quoi je parle concernant le microbiote intestinal, lorsque un microbiote est déséquilibré, il est très vulnérable et il peut quelque part connaître une débâcle si les perfusions qui jusque-là équilibrent artificiellement ces microbiotes ne sont plus en bon état de fonctionnement. Donc c'est une question de sécurité. Donc revenir à un microbiote alimentaire territorialisé, et c'est là que ce que j'appelle le club des 5, il y a 5 grands acteurs sur les territoires pour cela, les producteurs, les consommateurs, les transformateurs, la commande publique et les distributeurs. Quand je dis la commande publique, c'est la gouvernance, mais également les associations. Donc en fait, c'est repeupler chaque microbiote territorialisé de ces acteurs et de les remettre en lien. C'est tout simplement ce qu'on appelle la résilience, tout simplement. Monsieur L'Enfant. Et c'est vrai qu'on est pour tout ça, on est bien aidé quand même. Alors, on parlait de subventions tout à l'heure. On a les fonds européens gérés par les régions qui nous aident grandement à diversifier sur nos fermes. Moi, je suis originaire d'une région où on était blé, orge, colza, en gros, céréales, il n'y avait que ça. Et en fait, on s'est complètement appauvri. Et aujourd'hui, on a des objectifs de développement, y compris avec le ministère de l'Agriculture. Il nous a demandé aussi, on travaille sur des filières, des développements de nouvelles filières sur nos territoires. Alors, parfois, ça va venir un peu en concurrence avec d'autres régions, puisque, par exemple, en Normandie, on est en train de développer des vignes. Voilà, mais on a aussi créé des houblonnières. Il y a beaucoup de filières qui se développent et on travaille avec les AREA et les ANIA, donc les entreprises agroalimentaires locales, pour être à l'origine, pour être le sourcing, quoi, pour produire pour ces gens-là, pour nos collègues des entreprises, la matière première sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment un mouvement qui est fortement engagé. Et alors le lien avec un réseau comme Bienvenue à la ferme, c'est que en fait, très souvent, on a ces filières, elles sont commencées par des producteurs qui aussi comprennent qu'ils ont intérêt à en vendre une partie par eux-mêmes et se lancent aussi dans la diversification, dans les circuits courts. Si on devait répondre à la question de la table ronde de demain, tous paysans, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut avoir envie d'avoir son lopin de terre et de faire ses tomates, ses fraises? Allez, Laure Verdron. Alors, le bio peut y amener. Pardon ? La volonté de bio peut y amener. Alors effectivement, les nouveaux, ceux qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, en fait, on a un vrai enjeu de renouvellement des générations, puisque la moyenne d'âge des agriculteurs fait qu'il y a énormément de fermes qui vont être à reprendre dans les prochaines années. Et effectivement, il faut pouvoir attirer les talents vers ces professions agricoles. Et donc, on voit à peu près, nous, le bio, on le voit comme un vecteur d'attractivité dans la mesure où c'est souvent un moment de renouvellement des générations que les fermes passent en bio. C'est les enfants qui se disent, bon, bah là, on va essayer autre chose, peut-être plus raccord avec nos convictions et la transition alimentaire qu'on voit se profiler. Et on voit beaucoup, le profil type, c'est souvent celui qui a fait 10 ans de PowerPoint dans une tour à la Défense et qui disjoncte, qui dit, bon, je vais être non issu du milieu agricole et je vais aller m'installer en maraîchage, en permaculture, pour pousser le trait de la caricature. Et effectivement, le bio, dans la mesure où c'est le label public, c'est un peu l'équivalent du diplôme d'État de la transition agroécologique, puisque on parlait des presque labels. Vous demandiez est-ce qu'il y a trop de labels. En fait, il y a un label public, qui est le label bio, qui est sanctionné par 300 pages de règlement européen à Bruxelles et qui est contrôlé plus d'une fois par an. Donc en fait, c'est un peu le diplôme. Et donc, moi, ça me fait souvent rire quand on me dit non, mais moi, je mange pas bio, je mange presque bio.
Non, on ne peut pas se faire soigner par un presque médecin, on ne peut pas se faire défendre par un presque avocat. Donc non, il y a le bio. Et en l'occurrence, c'est vraiment la boussole. Et on remarque que tous ceux qui s'intéressent à la transmission et à l'installation, même non issus du milieu agricole, ont le bio comme la boussole. Et c'est pour ça que moi, je suis très inquiète qu'il y ait des prophéties dont je ne voudrais pas qu'elles soient autoréalisatrices, disant le bio, c'est fini, ce truc de bobo, c'est fini. Or, c'est faux. C'est faux, et notamment, on a de plus en plus de professions type ouvriers, employés, qu'on n'attendait pas, qui sont surreprésentées dans les nouveaux venus au bio. Donc, effectivement, dans tout le panel des promesses et des marqueurs de confiance pour pouvoir orienter la transition, pour les prochaines générations, le bio est un aiguillon. Oui. Alors justement, pour répondre à votre question et compléter ce que vous disiez, justement, j'en parlais hier avec le sénateur Marchal, là, en lien avec les PAT. Un petit coup de gueule quand même, parce que vous disiez, est-ce qu'il faut subventionner? Oui, mais déjà, si on dépensait l'argent qui existe et qui revient à Bruxelles, là, par exemple, je donne un exemple. Les fonds destinés à faire de la pédagogie dans les écoles, développer les jardins dans les écoles, les visites à la ferme, la distribution de légumes. La France, elle est quasiment bonne d'âne en Europe, elle ne consomme que 10% des enveloppes qui existent. 10%. Alors que là, justement, pour le renouvellement des générations, c'est souvent le seul contact qu'ils ont. Un fruit à l'école qui arrive ou un pied de tomate fin juin avant que tout le monde s'en aille. Ou alors les visites à bienvenue à la ferme. On n'a plus le contact entre le monde de la production et le monde de la consommation. Il y a de l'argent qui existe pour faire de la sensibilisation. Et nous, en France, on est incapable de dépenser l'argent qui existe. En Tchéquie, ils la consomment pour 87%. 87% de ces enveloppes-là. Il y a des fondations comme Landestini qui justement amènent, et d'ailleurs à Nice, créent des potagers et créent un accompagnement pour les gamins pour qu'ils découvrent le métier du vivant. Les jardins partagés, c'est souvent le premier et le seul contact que les gens ont avec le vivant. Et la relève, elle est dans les villes. Elle est dans les villes, puisque les NIMA, les non issus du milieu agricole, ils sont majoritairement dans les villes. Donc en fait, c'est vrai que inscrire dans les programmes scolaires le jardinage, c'est aussi important que de lire, écrire et compter. Franchement, donc ça serait réellement à rajouter là-dedans, à inscrire là-dedans. Et comme le disait tout à l'heure le docteur Chemla, le volet éducation est également central au niveau des collectivités locales, les projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, il y a tout à faire. Et avec la création de la compétence alimentation pour les collectivités locales, comme le propose également le sénateur Marchand, franchement, ça aurait de la gueule. Parce qu'on alignerait également donc plans communaux de sauvegarde, plans intercommunaux de sauvegarde, projets alimentaires et territoriaux, plans climat, air, énergie, territoire et schéma de cohérence territoriale. C'est un peu barbant tout ça, mais c'est terriblement concret lorsqu'on veut bien s'y poser. Donc c'est vrai que c'est le cheval de Troie idéal, l'alimentation, pour faire comprendre tous les autres risques. Avec une assiette, on tire le fil de l'écologie, de l'économie, du lien social, du climat, de la planification territoriale, des risques, de la sécurité. Donc c'est terriblement pédagogique, l'assiette, lorsqu'elle est remplie et lorsqu'on la décrit. Vous êtes, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous êtes depuis très peu de temps officier expert sapeur-pompier volontaire en résilience alimentaire et sécurité civile. Oui, c'est ça. La case vient d'être créée. Donc comme quoi, voilà quoi. Enrichir des plans communaux de sauvegarde un peu partout en France, ça commence à faire des petits, et tout simplement parce qu'il y a qui ont compris que c'est le plus vieux sujet du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité. On n'a pensé qu'à ça depuis que nous sommes sapiens et là, hein, jusqu'aux années 60. En fait, nous sommes, depuis justement que nous sommes dans une énergie très abondante, accessible et quasiment encore gratuite, dans une ébriété énergétique qui nous fait croire, qui jusque-là nous a fait croire que se nourrir était une affaire réglée et qu'au pire, ça viendra toujours de quelque part. Eh bien non, nous sommes sous perfusion alimentaire et donc, du coup, nos agriculteurs devraient être déclarés comme opérateurs d'importance vitale. Pourquoi l'alimentation n'est pas
je dis bien dans tout son spectre, foncier, semences, outils de transformation et tout ça, comprise dans le secteur d'activité d'importance vitale. L'alimentation n'est pas n'est pas considérée comme stratégique dans tous ces maillons. Et d'ailleurs, la PCA avait repris il y a quelque temps quelques-unes de mes propositions là-dessus, c'est que c'est une question de sécurité nationale. Ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec l'Europe, ni avec les régions, mais il va falloir prioriser. On va avoir moins d'énergie, moins de ressources, et les sujets intemporels, c'est les besoins physiologiques de la pyramide de Maslow dans le premier étage et les besoins de sécurité. Donc il va falloir faire des choix et l'alimentation devrait être une priorité et lister tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut sécuriser pour maintenir assez de nourriture pour toute la population. Tant au niveau du micro-local, c'est-à-dire les jardins partagés, tant au niveau des cultures d'exportation, de sécurité, pour pas que des pays se révoltent parce qu'ils ont besoin aussi de nos exportations, et entre les deux, une sécurité territoriale qui pourrait être le fruit de contractualisation entre les collectivités locales et les agriculteurs à l'échelle des projets alimentaires territoriaux pour maintenir en fonctionnement des infrastructures nourricières en bon état de fonctionnement pour créer ce filet de sécurité alimentaire territoriale. Donc on est très très loin du repli sur soi et c'est extrêmement œcuménique. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Merci Stéphane Linou pour ce plaidoyer. Malheureusement, on a dépassé le temps, mais merci à tous les trois pour ce débat qui serait infini, puisque depuis 14 heures, on parle d'alimentation et de sécurité alimentaire et de résilience. Je vais laisser la place à Laura Tenoudji et à 3 innovations, justement, comme quoi la ferme et l'agriculture, c'est aussi des sujets d'innovation. À tout à l'heure.